Parce que toute médiation naît d'une rencontre, j'ai voulu en créer une analyse dans une œuvre qui incarne elle-même ce dialogue interculturel. Voilà. Excusez-moi, c'est malgré moi. Un texte né de la rencontre entre deux univers linguistiques et symboliques. Chaos, je suis l'éternité. Ce roman, écrit à 4 mains par le grand égyptologue égyptien Zain Hawes et par l'auteure égyptologue française Véronique Verneuil, a été publié en 2023 aux éditions d'Orion à Paris. Il a ensuite été traduit par mes soins en 2024 et publié aux éditions Edol al-Masriya al-Lebaniyya sous le titre de Khoufu wa Lat al-Ulum al-Dahabi. Khoufu et la dame aux yeux d'or, afin d'être diffusé sur le marché égyptien et arabophone. En tant que traductrice de ce roman, j'ai été confrontée à des dilemmes constants. Comment préserver la tonalité poétique et la richesse narrative du texte original, tout en respectant la sensibilité du lectorat arabe? Fallait-il rendre les références mythologiques dans leur exactitude historique ou les adapter à une réception plus intuitive? Devais-je privilégier la fidélité lexicale ou l'adaptation culturelle? Ces choix, loin d'être de simples ajustements linguistiques, relèvent d'une véritable médiation interculturelle. Mon intervention aujourd'hui s'articule autour de 3 axes principaux. D'abord, je poserai le cadre théorique. Je reviendrai sur la notion de médiation culturelle en traductologie pour montrer comment la traduction, au-delà d'un simple transfert linguistique, s'impose comme un espace d'interprétation, d'écoute et de rencontre entre les cultures. Ensuite, je présenterai le roman en soulignant la place singulière qu'occupe sa traduction vers l'arabe dans le paysage littéraire contemporain. Nous verrons pourquoi cette œuvre, née d'une double écriture franco-égyptienne, vient combler un manque et répondre à un besoin profond, celui de redonner voix en arabe à l'Égypte ancienne. Enfin, je m'arrêterai sur quelques modalités concrètes de la médiation culturelle à l'œuvre dans ma traduction. Les choix linguistiques, éthiques et symboliques par lesquels j'ai cherché à faire dialoguer la mémoire pharaonique avec la sensibilité arabe contemporaine. La réflexion sur la traduction s'inscrit à la croisée de traditions théoriques majeures. La médiation culturelle se définit comme l'ensemble de processus qui facilitent la rencontre et la compréhension entre systèmes de valeurs issus de cultures différentes. En traductologie, elle représente le geste actif du traducteur visant à négocier les écarts culturels, éthiques et symboliques pour assurer la pertinence du texte dans un nouvel horizon de lecture. Dans l'espace francophone, des penseurs comme Jean-René Lamiral, Antoine Bernan et Henri Lesconic ont renouvelé la compréhension du texte, du geste traductif. Ils ont établi que traduire n'est pas une simple reproduction, mais une herméneutique du sens et une expérience éthique de l'altérité visant à préserver la voix et la poétique du texte originel. Cette approche humaniste rejoint les perspectives de traductologie culturelle proposées par Laurence Velluti, Susan Bassinet, André Lefebvre, qui souligne la dimension politique et culturelle de l'acte. La traduction n'est jamais neutre. Elle est un espace de pouvoir symbolique qui transporte des valeurs. De ce point de vue, traduire du français vers l'arabe est un geste de restitution, de réenracinement culturel distinct de l'exportation. C'est précisément dans ce cadre théorique que je situe mon travail sur Chaos, je suis l'éternité. Traduire cette œuvre m'a amené à engager une médiation culturelle à double sens, non seulement entre le texte français et le lecteur arabe, mais aussi entre deux conceptions du monde. La traduction est devenue ici une forme d'interprétation culturelle, non pas un miroir, mais un pont. Le roman plonge dans l'univers de l'ancienne Égypte, mais il le fait à travers un langage résolument moderne, nourri d'archéologie, de mémoire et de poésie. Se distinguant par sa structure chorale, la parole d'une société entière, où rois, prêtres, ouvriers et scribes se croisent. Il offre une dimension sociologique inédite,
ravivant la civilisation égyptienne par la vie quotidienne du bas vers le haut. Sa traduction s'inscrit de fait dans une tradition encore trop rare dans le monde arabe, celle du roman pharaonique. Dans la littérature arabe moderne et contemporaine, l'Égypte ancienne, bien qu'au cœur de l'imaginaire collectif, reste étonnamment absente du roman. Les écrivains privilégient le plus souvent les époques islamiques, laissant la civilisation pharaonique dans l'ombre, perçue comme un héritage lointain, parfois étranger à la culture arabo-islamique, alors même qu'elle en constitue l'un des fondements symboliques des plus profonds. Quelques figures s'y sont aventurées. Le poète et romancier Ahmed Shawqi avec Azra el-Hind en 1897, puis Naguib Mahfouz qui lui donna sa pleine dimension littéraire avec sa trilogie de l'Égypte ancienne, Abat el-Aghdar, Radobis, Wakifat Tiba. À leur suite, d'autres écrivains ont cherché à réanimer cette mémoire, tels que Bouda Sahar, Ayn el-Kamil, Dr. Hussein Abdel Basir, Mohamed Slimane Abdel Malik et Ahmed Mout. La traduction de ce roman vient donc combler ce vide littéraire. Elle réinscrit la civilisation pharaonique dans la langue arabe et redonne voix à une Égypte ancienne, effacée de la conscience romanesque moderne. Par ce travail, j'ai voulu réouvrir un dialogue entre deux continuités, entre mémoire antique et sensibilité contemporaine. C'est un acte de réconciliation culturelle, un geste de restitution patrimoniale autant qu'une création nouvelle. Cette aventure a été pour moi un engagement personnel, intellectuel et culturel. Je porte profondément dans mon cœur notre héritage pharaonique. L'histoire de l'Égypte n'est pas un simple objet d'étude, mais une passion intime. Cependant, cette passion s'accompagne d'une conviction que je partage d'ailleurs avec le grand cinéaste Shadi Abdel. Cette civilisation, fondatrice de notre identité, reste encore trop méconnue du grand public égyptien. Pendant longtemps, temples et musées en semblaient davantage destinés aux touristes. C'est pourquoi traduire ce roman m'a semblé essentiel. Offrir aux lecteurs égyptiens, puis arabophones, la possibilité de rencontrer à travers la fiction les hommes et les femmes qui ont vécu ici il y a plus de 4000 ans. Il s'agissait de faire descendre la mémoire des musées vers les pages d'un livre, de la rendre vivante, proche et humaine. La traduction devient alors une médiation active, une reconnexion culturelle qui fait parler l'histoire dans la langue du présent, traversée des mêmes émotions que les nôtres, l'amour, la peur, la foi et la quête du sens. Le changement du titre illustre concrètement ma volonté de médiation. Le passage de Khéops, Je suis l'éternité, à Khouf Wadat el-Amin Zahabeya n'est pas une simple traduction littérale, mais un geste délibéré qui est à la fois éditorial et commercial, destiné à toucher un lectorat plus large, mais aussi culturel et symbolique. Ce choix s'articule autour de deux opérations principales. 1. Le réancrage toponymique. Le choix du nom égyptien profond au lieu du nom miracle Khéops replace le récit dans sa propre toponymie et revalorise la dénomination originelle du souverain. C'est un acte de réinscription dans la mémoire linguistique et historique authentique. 2. Dimension lyrique et affective. L'ajout de l'expression poétique, celle aux yeux dorés, introduit une dimension lyrique qui met en lumière l'histoire d'amour au cœur du monde. Ce double choix répond à une nécessité esthétique, celle d'atténuer la perception d'un récit purement historique, souvent jugé aride ou distant, pour y faire émerger la part émotionnelle et humaine. Le nouveau titre agit ainsi comme un pont symbolique. Il maintient la grandeur du passé pharaonique tout en la reliant à une sensibilité moderne. Loin de trahir l'œuvre, il la relocalise et la fait renaître dans une nouvelle constellation culturelle. Ce changement de titre a naturellement entraîné un changement de couverture, car l'un et l'autre participent d'une même intention de médiation, affirmer visuellement la nouvelle orientation du texte. La couverture en tant que paratexte visuel transpose un imaginaire, oriente la lecture et anticipe l'interprétation du texte. L'édition française met au premier plan la figure solitaire de Khéops devant sa pyramide. Tout y évoque la monumentalité, la puissance et l'éternité, invitant à contempler une Égypte figée dans la majesté du mythe. La couverture arabe
La couverture arabe, en revanche, opère un déplacement significatif. Khoufoù n'y apparaît plus seul, mais accompagné de Hinoutsen, la dame aux yeux d'eau. Le centre de gravité se déplace du monument vers le coup de l'éternité proclamée vers l'émotion partagée. Le titre arabe s'accorde pleinement à cette lecture. Là où l'édition française magnifie la pierre et la souveraineté, l'édition arabe fait, elle, met l'accent plutôt sur la relation comme lieu de l'éternité. La couverture arabe reformule ainsi la médiation culturelle, opérée par la traduction. Elle transforme le mythe en récit humain et l'autorité en partage. Traduire Khéops jusqu'à l'éternité n'a pas été une simple opération linguistique. Ce fut un exercice d'équilibre constant entre la fidélité au texte source et la recréation du sens, entre la rigueur de l'énoncé et la justesse du temps. La médiation s'est exercée ici à plusieurs niveaux, fondamentaux, structurant l'approche en axe linguistique, éthique et symbolique. Le premier niveau de médiation s'est imposé dès les premières pages, au contact des noms propres, ces porteurs d'identité et de mémoire. J'ai fait le choix de remplacer les noms égyptiens, francisés ou grecs par leur équivalent arabe, tels qu'ils sont communément utilisés par les guides touristiques arabophones, les égyptologues arabes et dans les ouvrages d'histoire rédigés en arabe. Ainsi, Khéops est devenu Khoufoù, Sénéfrou est devenu Sénéfro et Kéfran est devenu Khafra. Ce choix ne relève pas d'une simple translittération, il s'agit d'un acte de réancrage civilisationnel, un retour du mythe à une langue que la conscience arabe contemporaine reconnaît qu'ancienne. Pour les noms de villes, mon approche a été d'adopter les formes issues directement de la langue égyptienne ancienne, telles que l'on les retrouve dans les inscriptions hiéroglyphiques de l'Ancien et du Moyen Empire. Ces formes telles que Abidjou pour Abydos, Inebretch pour Memphis, Iounou pour Héliopolis ou encore Nou pour Hermopolis sont attestées dans la graphie hiéroglyphique des 3e et 2e millénaires avant notre ère. Chaque nom est porteur d'un sens symbolique ou religieux, originel, qui enrichit le contexte du récit. J'ai volontairement évité les formes grecques, pourtant plus connues du grand public, apparues durant la période ptolémaïque. Leur usage aurait introduit un anachronisme perceptible pour un lecteur averti, brouillant la vraisemblance historique du récit. Par exemple, le mot grec Héliopolis, ville du soleil, a remplacé dans l'Antiquité tardive le nom égyptien d'Iounou, qui signifiait déjà la cité du pilier solaire dans les textes des pyramides. En restituant les formes égyptiennes anciennes, la traduction vise à reconstituer la topographie linguistique authentique de l'époque pharaonique, tout en maintenant pour le lecteur arabe la cohérence d'un monde linguistique familier et critique. Ce fut donc un choix à la fois philologique et esthétique. Il a permis de réancrer le récit dans son époque historique, d'enrichir la lecture par un effet de vraisemblance et d'éviter la rupture que produirait un lexique grec dans un contexte antérieur. Autrement dit, cette médiation linguistique devient archéologique, une manière de rendre à l'audition sa mémoire sensorielle et symbolique. Sur le plan éthique, le roman français explore des zones sensibles où le pouvoir et la sensualité s'entremêlent. Or, ces thèmes appellent dans la culture arabe une certaine pudeur expressive et une dignité du texte. J'ai cherché autant que possible à préserver cette harmonie, même si cette démarche n'a pas toujours été pleinement réalisée. En effet, comme dans de nombreux romans historiques, certaines scènes intimes jouent un rôle essentiel dans la construction psychologique des personnages et dans la cohérence narrative. Les effacer aurait constitué une trahison de l'œuvre. Mon approche a privilégié les déplacements minimes, une nuance, une connotation, ou le recours à un registre légèrement plus formel. Il s'agit d'une éthique du langage, traduire la sensualité en intériorité et transformer l'exhibition en tension morale. Je n'ai donc pas cherché à censurer le texte, mais plutôt à en reformuler la charge sensorielle avec des nuances lexicales, compatibles avec la sensibilité du lecteur arabophone. L'analyse de l'un des passages à titre d'exemple permettrait d'observer cette démarche de transposition éthique. Il s'agit dans le passage suivant du mariage incestueux du nouveau pharaon Khéops avec sa sœur Méritiès, destiné à préserver la pureté divine de la lignée pharaonique. Je cite, « Faire l'amour avec Méritiès ne serait pas faire l'amour, ce serait remplir un devoir dynastique
comme me l'avait expliqué mon père. En arabe, j'ai traduit إن مدرعة من الإس ليست ممارسة للحب ولكنها واجب ملكي من أجل الإبقاء على سلالة الحب كما أوضح لي. Le choix du terme mudara s'imposait par sa neutralité stylistique. Il appartient au registre littéraire et évoque l'acte charnel sans vulgarité ni affect. Ce mot ne dit pas le désir, mais un geste accompli selon une logique de devoir. Un acte institutionnalisé, presque cérémonial. Par ce choix, la scène se déplace du champ de la passion vers celui de l'obligation dynastique. Ne pas traduire littéralement faire l'amour constitue ici un geste de médiation culturelle. Dans le contexte arabe, une telle littéralité aurait mis en avant la charge érotique et romantique de la relation, risquant de heurter la sensibilité du lecteur. Le recours à Mudawara a essayé d'adoucir la transgression sans l'effacer. Il reformule la sexualité en langage de convenance, de retenue et de hiérarchie. Ainsi, la traduction reconfigure le texte selon une éthique du verbe. Le corps cesse d'être le lieu du plaisir pour devenir celui de la continuité et du pouvoir. Le désir se fait devoir et l'intimité responsabilité. Un passage de la chair à la dynastie, de l'humain au sacré. Sur le plan symbolique, j'ai cherché à faire agir ma traduction comme un pont émotionnel. Le roman français a pour fonction essentielle d'humaniser des figures historiques, souvent perçues par le lecteur égyptien comme des noms lointains, dénués de toute connexion humaine concrète. En Égypte, notre héritage pharaonique est fréquemment abordé sous l'angle de la grandeur monumentale et des dates historiques. Le roman, par sa nature, réincarne ces symboles et confronte le lecteur à la chair, au désir et au conflit intérieur de ces dieux devenus hommes. C'est là qu'intervient le défi de la médiation symbolique. Le texte français présente des thèmes du pouvoir, du désir et de la mort avec une dimension très humaine, voire psychologique. Mon approche a été de maintenir ce côté humain essentiel, car il permet enfin de se rapprocher de cette histoire. Toutefois, j'ai fait le choix délibéré d'atténuer certains passages ou d'introduire des nuances pour ne pas choquer le lecteur arabophone qui découvrirait peut-être cet aspect de la fragilité des pharaons pour la première fois. La chair est devenue signe, la passion s'est faite destin, et j'ai essayé d'orienter le récit vers une dimension plus spirituelle, là où les transgressions auraient été trop fortes. En restituant à l'épreuve du temps et à la quête d'éternité une certaine gravité, j'ai tenté de transformer la confrontation humaine en une méditation sur une méditation sur la condition humaine universelle. La fidélité ici n'est plus celle des mots, mais celle d'une vérité intérieure qui respecte l'intention d'humanisation du roman tout en préservant la sensibilité culturelle du lecteur. À travers ma traduction s'est voulue une création partagée entre deux imaginaires. De cette rencontre naît une Égypte plurielle, savante par son ancrage historique, spirituelle par sa profondeur symbolique et humaine par la voix qu'elle redonne à ses figures légendaires. Pour conclure, la traduction apparaît comme un acte de culture au sens le plus profond du terme. Un espace herméneutique où les civilisations se reconnaissent sans jamais se confondre. Traduire Khéops jusqu'à l'éternité, c'était offrir au lecteur arabe la possibilité d'entendre dans sa propre langue la voix de l'Égypte ancienne. Non pas comme une ruine lointaine, mais comme une présence vivante. Mon travail de médiation exercé au niveau linguistique, éthique et symbolique m'a rappelé la nature essentielle de cette discipline. Traduire, c'est toujours réécrire le monde à la lumière de la vérité. C'est accepter de devenir passeuse, interprète et médiatrice entre les époques et les sensibilités. Et peut-être que, comme l'affirme l'inscription de la faculté de Bordeaux, c'est encore cela, au fond, le rôle des rêveurs. Croire que les mots portés avec sincérité et respect ont le pouvoir non seulement de transformer l'altérité en dialogue, mais aussi d'ancrer la mémoire dans la vie. Merci beaucoup.